À croire, ceux qui ont sermonné l'insolent Georges Papandréou, le peuple serait une horde ignorante, une foule irresponsable. Jamais les ritournelles démophobes n'ont-elles été aussi présentes, écrit l'historien des idées François Cusset dans Le Monde. Oui, démophobe, anti-peuple. Car le peuple, bien sûr, c'est le populisme du référendum, c'est laisser la rue grecque menacer l'Europe unie. Le peuple, c'est l'intolérance grégaire. S'il vote enfin librement, c'est pour placer les islamistes tunisiens en tête des élections. Le peuple aurait surtout pour mission de se serrer la ceinture comme exige la conjoncture. Mais attention à son vote. Le peuple, c'est bien connu. Si on lui laisse faire le choix, il vous fabrique un Hitler ou au minimum une Marine Le Pen ou une Sarah Palin. Oui, mais alors pourtant, nous dit François Cusset, alors qu'une telle méfiance envers la démocratie anime si manifestement les décideurs du moment, jamais, peut-être depuis si longtemps, quelque chose ne s'était fait jour qui ressemble à ce point à un peuple mondial en lutte. Oui, en tout cas un peuple dont le mouvement nord-américain des Occupy, occuper la rue, Occupy Wall Street, né il y a 6 semaines sur un trottoir de New York, constitue une avant-garde improbable. Alors pourquoi ? Parce qu'on ne l'attendait pas là. On n'attendait pas un tel mouvement au pays de Spielberg et de Bernard Madoff. Improbable aussi parce qu'on avait fait un peu vite de l'Amérique yankee le tombeau de la contestation sociale. Le lieu pionnier, certes, où l'énergie libertaire des années 1960 avait accouché du nouveau capitalisme informel et sympathique. Improbable ce mouvement parce qu'après avoir commencé à Tunis et au Caire, on ne pouvait concevoir qu'une année de contestation aussi décisive s'acheva sur les rives de l'Hudson et sur les plages de la Californie. Ah, mais alors comment caractériser ce mouvement ? Alors ce n'est pas facile, parce qu'il s'agit d'un mouvement sous-estimé, caricaturé, lui aussi, repeint aux couleurs de la diversité yankee et du folklore un peu scout de campeurs bricoleurs. Alors, ce n'est pas facile parce qu'il s'agit d'un mouvement critiqué pour son flou artistique, un mouvement surtout réduit aux mêmes images, alors que loin des camarades de Manhattan, ce sont désormais plus de 500 villes aux États-Unis et au Canada dont l'espace public est occupé. Alors, on y retrouve qui ? Eh bien, des activistes anticapitalistes, des étudiants, des vétérans de la guerre d'Irak, des retraités des luttes pour les droits civils, des parents d'élèves, et même des militantes lesbiennes ou des punks sans-abri. Alors, ce qui les caractérise, eh bien, c'est quoi ? C'est le refus des hiérarchies et la critique de la représentation démocratique. C'est pour ces raisons qu'il n'y a pas de micro aux assemblées générales des Occupy, dont les propos circulent répétés par tous, comme dans un concert de Negro Spirituals. Ces militants du mouvement Occupy Wall Street veulent donc plus de démocratie ? Oui, alors François Cusset est lyrique dans son papier, empathique et même parfois emphatique. Et nous verrons bien ce que donneront ces mouvements post-léninistes, c'est-à-dire sans leader et parfois même sans charisme. Mais ce qui est sûr, c'est que ces mouvements refusent la démophobie ambiante, la peur du peuple des classes dirigeantes. Mais il n'y a pas que François Cusset qui le dit. Jürgen Habermas aussi. Dans Le Monde, le grand philosophe allemand craint que l'Europe n'entre dans une ère post-démocratique. Habermas, le chef de file de l'école de Francfort, redoute que le couple Merkel-Sarkozy ne conclue un compromis entre le libéralisme économique allemand et l'étatisme français au détriment de la démocratie. Les gouvernements des différents États européens, et non pas les citoyens européens eux-mêmes, décideraient à la place de ces derniers des attributions des budgets nationaux. Donc le risque de court-circuit de la démocratie est grand. Et Jürgen Habermas écrit que les chefs de gouvernement transformeraient de la sorte le projet européen, auquel il croit personnellement, en son contraire. La première communauté supranationale démocratiquement légalisée deviendrait ainsi l'organe d'une domination post-démocratique. Donc l'heure est grave. Et en un mot, la démocratie est certes née à Athènes, dans la Grèce antique, avec les réformes de Clisthène et de Périclès, et peut-être qu'elle agonise aujourd'hui, à Athènes toujours, gravement atteinte par le Moody's Blues et la mise à la diète par son nouveau régime spartiate. Merci Nicolas Truong. On restera donc attentif à cette longue agonie de la démocratie que l'on ne souhaite pas. Dommage qu'on puisse pas. Comme chaque semaine, désormais, vos retours se projettent dans l'actualité de la semaine à venir. Une semaine placée sous le signe de l'austérité pour la France, un budget 2012
Le plus rigoureux que la France ait connu depuis 1945, a annoncé François Fillon. 7 à 8 milliards d'euros d'économies doivent être trouvés pour sauver le triple A de la France. Demain, le détail des mesures doit être dévoilé à l'occasion du Conseil de ministres. Au menu, une nouvelle journée de solidarité, une hausse de la TVA dans certains secteurs, une nouvelle ponction sur les grandes entreprises, un coup de frein dans les dépenses sociales et des coupes dans le budget de l'État. Une semaine sous le signe des tourments de la zone euro. Que fera le nouveau gouvernement d'union nationale qui peine à se former en Grèce, tandis qu'en Italie, les jours de Silvio Berlusconi, coincés entre la rumeur de la rue et la terreur des marchés, sont comptés? Et que changera à gauche? La candidature de Jean-Pierre Chevènement à l'élection présidentielle. À 72 ans, le Tché n'en démord pas. J'avais tort en 2002 d'avoir raison contre tous les autres, a-t-il martelé hier. En 2002 déjà, j'ai mis en garde contre l'omnipotence des marchés financiers. J'ai proposé une politique industrielle, le redressement de l'Europe, des repères clairs pour l'école, la sécurité, l'intégration, détaille-t-il dans un entretien aux Parisiens dimanche. Mais cap ce soir avec Yves Bordenave, journaliste au Monde, au procès qui s'ouvre demain à Paris d'Ilich Ramirez Sanchez, plus connu sous le nom de Carlos. Véritable figure du terrorisme international des années 70-80, celui que l'on nomme aussi le Tché de Caracas a déjà été condamné à la prison à perpétuité en 1997 pour le meurtre de 3 hommes, dont 2 policiers, 20 ans plus tôt rue Toulier. Cette fois, Carlos comparaît devant la cour d'assises spéciale de Paris pour complicité dans 4 attentats commis en France entre 1982 et 1983 qui ont fait au total 11 morts. Je suis toujours dans l'état d'esprit combatif pour dénoncer l'illégalité de ma permanence ici en France. Je suis en état de séquestration. Monsieur Pasquale revendiquait mon kidnapping. Il n'est plus de sénateur, alors il doit répondre devant la justice. Il n'y a pas d'acharnement contre lui. Il est tout plutôt sympa, un vieux voyou, un vieux gangster, vous savez. Il a ses mérites quand vous les comparez avec les restes de la place politique. Carlos, il n'y a pas de moment où vous dites c'est un miracle d'être toujours en vie, alors que tous les services... C'est le bon Dieu. Je suis élevé athée, et vraiment c'est un miracle que je sois en vie parce que j'ai survécu à tellement des opérations. C'était Carlos sur Europe 1, interviewé par téléphone depuis sa prison. Bonsoir Yves Bordenave. Bonsoir. Alors, Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos, c'est un vrai symbole du terrorisme des années 70. Il est en prison depuis 1994. Il a été condamné à perpétuité en 1997, donc pour le meurtre de 3 hommes. Avec ce deuxième procès qui s'ouvre demain pour complicité dans 4 attentats commis en France entre 82 et 83, c'est un peu un chapitre de l'histoire du siècle dernier, celui du terrorisme international qui s'invite dans le box. Oui, tout à fait, effectivement, c'est comme vous l'avez évoqué, hein, c'est un petit peu des pages de l'histoire des années 70-80 qui vont être déroulées là pendant les 5 semaines de débat de la cour d'assises, puisque Carlos arrive en France en 1974. Il arrive en France, il vient d'Angleterre où il a déjà commis quelques attentats. Il les a d'ailleurs ratés. Il a tenté d'assassiner une personnalité de la communauté juive à Londres. Il a échoué et donc il arrive en France et là il va commettre une série d'attentats et pour le coup des attentats spectaculaires qui vont faire plusieurs morts puisqu'il va jeter dès 74 deux grenades au peuple Saint-Germain en plein jour qui provoqueront la mort de 2 personnes. Ensuite, ce sera la tuerie de la rue Toulier dont vous avez parlé. Et puis après, les attentats qui vont être jugés à partir donc de demain à la cour d'assises de Paris, la série des 4 attentats entre 82 et 83, qui au total fera 11 morts. C'était un peu une des figures, c'était un peu l'ennemi public numéro 1. C'est celui aussi que l'on a surnommé le chacal. C'est aussi un personnage un peu romanesque. Il se réclame à la fois de l'islam et du marxisme-léninisme. Dans son dernier ouvrage, L'islam révolutionnaire, il écrit « Je suis et je demeure un combattant révolutionnaire. Et la révolution aujourd'hui est avant tout islamique. » Mais que représente-t-il aujourd'hui encore ? Je crois qu'il représente rien. Sinon le mythe
mais il appartient, je crois que Carlos est un personnage qui appartient à l'histoire. Il est incarcéré depuis 1994 et quand bien même il clame la révolution islamique, d'abord il n'a, je pense, aucune relation, aucun contact, aucune influence auprès des organisations et des personnages qui se réclament aujourd'hui de ces idéaux. Et je crois sincèrement que Carlos aujourd'hui n'incarne plus rien sinon l'ombre de sa propre légende. Comme vous dites, Carlos il s'est converti à l'islam en 1975, je crois, mais en même temps il était porteur d'une espèce de la symbolique marxiste-léniniste des terroristes qui se réclamaient de l'extrême gauche de l'époque. C'était la bande Abadère. D'ailleurs, sa compagne Magdalena Kopp était issue de la bande Abadère. Il se réclamait un peu de cette mouvance qui était aussi celle des Brigades Rouges en Italie. Mais aujourd'hui, je pense qu'il ne représente plus rien. Alors un deuxième procès, presque 30 ans après les faits incriminés, devant une cour d'assises spécialisée dans le jugement d'actes de terrorisme et composée de 7 magistrats professionnels. Pourquoi seulement maintenant ? Écoutez, Carlos donc a été arrêté dans des conditions qui restent encore un peu obscures en 1994 au Soudan. Il a été livré aux services de renseignement français qui l'ont exfiltré dans la foulée de son arrestation. Et donc, dès son arrivée dans les prisons françaises, ça a donné lieu à toute une série d'actes judiciaires de la part de ses avocats, d'abord, sur la légalité de son arrestation et sur la légalité de sa détention. Ensuite, il y a eu l'instruction de l'affaire qui concernait les 3 assassinats de la rue Toulier, laquelle instruction a également donné lieu à toute une série d'actes judiciaires, à toute une série de procédures avec des appels des parties, de toutes les parties, aussi bien de la défense que de l'accusation. Et une fois le procès donc de la rue Toulier terminé, on est passé dans l'instruction proprement dite des 4 affaires qui vont être jugées aujourd'hui, lesquelles ont été également très longues. Il y a eu de nombreuses procédures, il y a eu de nombreux déplacements du juge Bruguière dans les capitales des anciens pays d'Europe de l'Est, en Roumanie à Bucarest, en Hongrie à Budapest, à Berlin-Est. Il y a eu de nombreux interrogatoires d'anciens agents appartenant aux services de ces pays. Il y a eu également les interrogatoires de ceux qui sont considérés comme étant les complices de Carlos, et toute une série de procédures. Tout ça a été très 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 long, des manœuvres dilatoires venant notamment de la défense de Carlos et puis aussi du parquet. Et donc effectivement tout ça a été très 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 long et nous amène effectivement à un procès qui a lieu 20 ans après les faits et même un peu plus. Et c'est vrai que c'est, on ne peut que le déplorer. Merci Yves Bordenave. On restera donc cette semaine et dans les semaines à suivre jusqu'au 16 décembre, je crois, attentif au déroulement du deuxième procès de Carlos. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté les Retours du dimanche. Merci à Olivier Bobineau et Henri Pénard-Ruiz. Vous pouvez vous reporter aux ouvrages de nos invités. Henri Pénard-Ruiz, vous avez publié Histoire de la laïcité, Genèse d'un idéal aux éditions Gallimard en 2005 et La laïcité, Histoire d'un fondement aux éditions Frémaux et Associés. Olivier Bobineau, Dieu et César, séparés pour coopérer, et le religieux et le politique aux éditions Desclés de Beauvais. C'était une émission France Culture Le Monde, produite par Agnès Chauveau et Nicolas Truong, réalisation Vincent Abouchard, collaboratrice spécialisée Avril Ventura, à la technique Bruno Gagnère. Restez à l'écoute après le journal à 18h10. Radio France Politique reçoit ce soir Jean-Luc Mélenchon.